Mesdames, Messieurs, merci de suivre les programmes de ITV. 19h45, c'est parti pour la principale édition du soir. Dans l'actualité ce soir, le coup d'État au Gabon, les militaires ont pris le pouvoir ce mercredi. Le président Ali Bongo Ondimba a été déchu. Après 14 années au pouvoir, le général Oligui Nguema est à la tête de la transition. Pendant ce temps, l'Union africaine lui a condamné le coup d'État et dénonce une violation flagrante des principes de l'organisation continentale. Les ressortissants gabonais résidant au Sénégal ont manifesté leur joie devant leur ambassade. Ils applaudissent, disent-ils, la fin de la dynastie Bongo, manifestation qui a été dispersée par la police nationale. Dans cette édition, il sera également question du Grand Magal de Touba. Les préparatifs vont bon train. Zoom ce soir sur les tailleurs, voir les tissus à la mode en cette période de forte chaleur, mais également les modèles et les clientes se conforment-elles au ndigal du Khalif général du Touba. Élément de réponse à suivre dans ce reportage avec Sabel Olivia Diagne. Et en fin d'édition, la rubrique découverte, elle nous mène ce soir à Cinco, dans le sud du Sénégal, Ziguinchor. Nous serons avec notre correspondant permanent Hassan Ba. Voilà pour les titres, le développement, c'est juste après ceci. D'abord, les derniers développements du coup d'État militaire au Gabon. Nous sommes avec notre correspondant permanent au Gabon, Aziz Adewali Djandi. Aziz, bonsoir. Bonsoir à vous et à tous les téléspectateurs d'ITV. Alors, aux dernières nouvelles, le général Oligui Nguema a été nommé président de la transition. Alors, Aziz Adewali Djandi, vous confirmez? Alors, à Libreville, les développements du coup d'État survenu à l'aube ce mercredi sont clairs. C'est le général Brice Oligui Nguema qui a été désigné par ses pairs à l'issue de leur réunion stratégique aujourd'hui, président du Conseil de transition. Il va donc diriger ce conseil militaire. Et il a également été décidé que le travail, sinon les activités quotidiennes devraient reprendre ce 31 août dès le matin. Ils ont maintenu le couvre-feu de 18h à 6h du matin, ordonné que les chaînes qui ont été coupées sur les différents bouquets, à savoir France 24, TV5 et la radio RFI, soient à nouveau opérationnelles, que la fibre optique soit rétablie. Un ensemble de mesures pour, de notre point de vue, marquer leur emprise sur le pouvoir. Ils ont d'ailleurs tenu leur réunion dans la salle habituelle du Conseil des ministres, donc au palais présidentiel, comme on a pu le voir sur une vidéo qui est diffusée en boucle à la télévision nationale. Donc voilà pour ce qui est du coup d'État militaire survenu au Gabon aujourd'hui. Aziz Adewale Chandi, correspondant permanent du groupe E-Média au Gabon. Retenez ici au Sénégal, des ressortissants gabonais ont manifesté de leur joie devant leur ambassade. Un rassemblement dispersé par la police nationale. Reportage sur place à Abraham Paul Pouya. Sur les deux voies de Mermoz, une fine pluie s'abat. À l'ambassade du Gabon, la police assure la sécurité. Les lieux sont barricadés. Les forces de sécurité filtrent les entrées. Le dispositif s'étend même sur les deux voies. C'est le calme. Plus de traces des Gabonais qui étaient venus manifester après l'annonce du coup d'État. Ils ont été dispersés par des grenades lacrymogènes. Après, ces Gabonais se sont réfugiés dans les rues et ruelles de Mermoz. On voulait juste se réunir
au niveau de notre ambassade pour célébrer ce moment historique pour le Gabon. Parce qu'on rappelle que le Gabon était embrigadé par une même famille pendant 57 ans. C'est quand même plus d'un demi-siècle. Plus d'un demi-siècle. Et aujourd'hui, on voulait juste se retrouver afin de communier avec nos compatriotes. Néanmoins, on comprend tout à fait la réaction des policiers parce qu'on n'a pas eu le temps de déposer très tôt un courrier sur la table du préfet. Mais effectivement, c'est en cours. On attend la décision du préfet et du maire notamment. Très tôt ce matin, après l'annonce du coup d'État, les restrictions ont été plus ou moins levées parce que Internet était coupé depuis le samedi 26. Donc aujourd'hui, on n'a pas encore plus de détails sur la transition. Mais jusqu'alors, les policiers et les gendarmes ont fait une parade dans la ville déjà pour communier avec la population. Donc c'est un peu à ce niveau que nous en sommes au niveau du Gabon. Pour ces Gabonais, c'est la fin d'un système. Je pense que là, ça s'imposait clairement. On n'est pas forcément d'accord pour que les institutions soient autant chamboulées. Mais je pense que là, ça s'imposait parce qu'il y avait un coup d'État institutionnel, un passage en force que voulait faire le système Bongo PDG. Et je pense que l'armée a répondu présent. L'armée s'est rangée du côté du peuple. Et je pense que c'était la meilleure chose à faire dans le climat actuel. Au-delà de la joie, ces Gabonais résidant au Sénégal prêtent une oreille attentive pour les nouvelles au pays et la suite des événements. Le coup d'État au Gabon était-il prévisible? L'ancien journaliste à Radio France Internationale RFI, Assane Diop, en est convaincu. Selon lui, les 4 jours d'attente des résultats après la triple élection samedi ne présageaient rien de bon. Assane Diop intervenait dans l'édition spéciale. Je vous propose de l'écouter. Aux observateurs et surtout de nombreux Gabonais avec qui je me suis entretenu, notamment ces derniers jours, s'attendaient à une crise. Alors, ils pensaient surtout à une crise post-électorale, beaucoup plus tendue qu'en 2016, lorsque c'était Ali Bongo face à Jean Ping, qui avait, souvenez-vous, qualifié les résultats ou la victoire d'Ali Bongo de hold-up électoral. Car beaucoup de Gabonais s'attendaient donc, disent-ils, là aussi, cette année, comme dit l'opposition, à un nouveau hold-up électoral. Et il y avait des signes avant-coureurs de cette réélection annoncée, semble-t-il, d'Ali Bongo, un 3e mandat. Il y avait des signes avant-coureurs, je voulais dire, le refus d'accréditation de journalistes étrangers, vous le savez, la suspension de TV5 Monde, France 24 ou encore RFI, ou encore le refus d'observateurs étrangers. Et puis il y a eu cette annonce des résultats en catimini à l'aube de ce mercredi 30 août par le président du Centre gabonais des élections, la CGE, c'est comme ça que l'on appelle l'instance électorale gabonaise. Résultat annoncé, semble-t-il, selon des témoins, à 3h30 du matin, presque 4 jours de faux suspense après le scrutin de samedi dernier. Assane Diop, ancien journaliste à Radio France Internationale RFI, ses propos recueillis par Papa Alioune Sarr et puis la réaction à présent de la Fédération des Sénégalais vivant au Gabon sur cette situation confuse qui sévit dans ce pays. Le Gabon, Thierno Aou, demande à nos compatriotes de rester chez eux. Je vous propose de l'écouter. Dire à nos compatriotes seulement de rester chez eux. Et quand on est chez soi, c'est de se mettre en sécurité et de mettre d'autres personnes aussi en sécurité. Parce que quand vous êtes en danger, vous allez appeler pour qu'on vienne vous secourir. C'est de mettre aussi ces personnes en danger. Donc la première des choses, c'est de rester chez soi. Donc c'est important parce qu'il y a des accidents quand on s'expose. Et vraiment, c'est de dire à nos compatriotes sénégalais qui sont dans le territoire gabonais de rester chez soi. C'est le plus important. Donc vraiment merci et de dire vraiment que tout se passe pour le moment bien, rien à signaler et en espérant que les choses vont se rétablir très rapidement pour que chacun va à ses occupations. En plus bref, le président de la Commission de l'Union africaine appelle à la restauration de l'ordre dans un communiqué. Moussa Faki Mahamat pose des conditions. Il demande à l'armée nationale et aux forces de sécurité de respecter leur vocation républicaine et de garantir l'intégrité physique du président Ali Bongo Ondimba.
Et puis à Louga, on poursuit le journal. Une réunion sur les politiques publiques et la protection sociale des populations vulnérables s'est tenue. La cellule régionale de veille communautaire a initié cette rencontre, une initiative qui a réuni les responsables des services et partenaires de la région impliqués dans la question de protection sociale. Je vous propose de suivre le compte-rendu signé notre correspondant permanent à Louga, Mam Abdou Bodjan. Composée des éléments de la société civile, la cellule de veille communautaire de Louga a tenu une rencontre d'échange et de partage pour faire l'état des politiques de protection sociale dans la région du Ndiambour. Le sens à la dialyse au plan Sésame, aux gratuités en général, donc les 0,5 ans, on est parti vers les populations, n'est-ce pas, enquêter à travers une plateforme. Et aujourd'hui, c'est les résultats qui sont issus de ces enquêtes qu'on discutait. Il y a beaucoup de recommandations qui sont sorties pour chaque filet social. Les enquêtes menées sur les filets sociaux ont permis à la cellule de formuler des recommandations en vue d'améliorer la couverture de protection sociale des handicapés et des hémodialysés. Pour les handicapés, peut-être qu'on parle de la loi sur la protection sociale, parce qu'en fait, c'est une loi quand même qui doit être appliquée dans toute sa plénitude, parce que ça va permettre aux titulaires de carte d'égalité de chance de profiter vraiment des bénéfices qui doivent être liés à cette carte-là. Mais actuellement, on voit que il y a des problèmes qu'il faudra gérer, mais aussi l'octroi de ces cartes-là, parce qu'en fait, tous les détenteurs, tous les ayants droit n'ont pas encore bénéficié de ces cartes, et il faut faire en sorte que ces cartes-là soient disponibles, de même que les bourses de sécurité familiale qui sont liées à ces cartes d'égalité de chance puissent être données. Et l'objectif de la cellule de veille communautaire est de contribuer à la protection sociale pour toutes et tous, tout en renforçant l'implication des organisations de la société civile. Mme Abdou Bodjan, la vidéo a été virale hier. Des images du BRT, bus rapide transit bloqué sur la route à hauteur de Grand Yoff, ont été largement partagées. Préoccupés, des usagers de la route s'interrogent sur l'étroitesse des voies, surtout celles secondaires. Dans ce reportage signé Ami Diouf. Le bus rapide transit qui a dérapé n'y est plus, mais les traces de cet incident restent encore visibles. Le véhicule a roulé sur le trottoir, laissant derrière lui un tas de gravats. Le dérapage du bus rapide transit à hauteur de Grand Yoff fait grand bruit. Le bus était en phase test. Quand le chauffeur a démarré à un moment donné, il a voulu faire demi-tour, mais malheureusement il n'a pas pris corde. C'est comme ça qu'il a dérapé sur le trottoir. Deux voies parallèles, celle du BRT, l'autre secondaire est réservée aux autres véhicules, pas d'issue de sortie, créant des embouteillages monstrueux en cas d'incident. L'attente était longue. Quand le bus a dérapé, les voitures étaient obligées de passer dans les rues du quartier parce que la voie était trop étroite. Ils ne pouvaient pas contourner le bus. Sur cette voie, tous les véhicules roulent au rythme de celui qui est devant. On ne peut pas doubler. Il ne se passe pas un jour sans qu'un véhicule tombe en panne sur cette voie secondaire. Emmanuel Sarr magnifie le projet du BRT, mais pour lui, certaines réalités ne sont pas prises en compte. Mais le problème, les routes sont trop étroites. L'étroitesse de cette voie peut causer d'énormes problèmes sur tous les plans. Imaginez si jamais des malfaiteurs mettaient des barrières sur la route pour faire du mal. Le conducteur n'aurait aucune issue. Il ne pourra pas avancer ni reculer, ni prendre à gauche ou à droite. Ils n'ont pas pris en compte les autres. Le BRT sera bientôt inauguré d'après les autorités, mais cet incident qui s'est déroulé lors des phases tests crée la polémique. Certains citoyens s'interrogent.
Le 3FPT et ses partenaires ont lancé hier le projet LOHO, un projet pour la formation et l'entrepreneuriat des artisans. Près de 1500 jeunes seront formés en 3 ans. Le lancement du projet au musée des civilisations noires a vu la participation du ministre de l'Artisanat et de la transformation du secteur informel, Dr Papa Amadou Ndiaye, que je vous propose de suivre. Ses propos sont recueillis par Mamadou Dia. Projet extrêmement important pour la formation des jeunes, pour leur emploi. Mais qui dit emploi dit d'abord formation et employabilité. Et vous savez tous qu'en ce moment, dans nos pays, l'un des enjeux majeurs, c'est l'emploi. Et ce type de formation qui va créer des opportunités aux jeunes de se former, mais également d'apprendre à partir d'exemples venus de pays qui sont leaders en la matière. Aujourd'hui, nous savons que tout ce qui est haut de gamme, la France est leader en la matière. Et aujourd'hui, travailler avec de grandes maisons comme Chanel 19M, c'est des opportunités immenses qui s'ouvrent pour nos jeunes et pour nos artisans. Et c'est donc pour nous un projet que nous tenons à ce que ce soit une réussite éclatante pour un seul objectif, c'est-à-dire la formation de nos jeunes et créer de l'emploi, et des emplois décents et des emplois créatrices de richesse. La délinquance juvénile à Kolda, l'ODCAV tente de lutter contre ce fléau entre le sport et des cours de vacances. Des activités sont organisées dans la région du Pakao. L'ODCAV, en collaboration avec les collectifs des étudiants, veut apporter une contribution au renforcement du capital humain. Kolda, la correspondance de Seydou Diatta. C'est devenu une tradition depuis maintenant 8 ans. Chaque année, à pareil moment, l'ODCAV de Kolda dispense gratuitement des cours de vacances pour booster les performances des élèves à la prochaine rentrée des classes. L'ODCAV organise ces cours de vacances en partenariat avec le collectif des étudiants ressortissants de Kolda et tous les enseignants qui accompagnent ces cours de vacances depuis 8 ans. Nous aurons des cours de seconde, première et terminale parce qu'aujourd'hui, les enfants de Kolda se sont unis autour d'une cause, à savoir la réussite des enfants. D'habitude, on dit que les étudiants, lors des vacances, ils ne sont là que pour des festivités. Donc on veut montrer aux enfants que l'étudiant sera utile, aider les enfants koldois pour qu'ils réussissent dans les activités scolaires. Actuellement, il y a des équipes qui sont sur place pour accompagner les nouveaux bacheliers sur l'institution campusienne. Grâce à cette collaboration, nos sœurs et frères étudiants nous ont permis quand même de faire toutes les classes, du CI à la terminale. Ces moments de remédiation constituent une réponse contre la délinquance juvénile en cette période de grandes vacances, mais aussi une contribution au renforcement du capital humain tel que préconisé par l'État du Sénégal à travers l'axe 2 du PSE. Donc l'ONCAV, à travers ses démembrements comme l'ODCAV de Kolda, à côté du caractère ludique du sport, a jugé nécessaire d'apporter sa contribution dans l'éducation, la formation des jeunes citoyens, en droite ligne avec les objectifs du PSE. Nous lançons un appel aux parents qu'ils envoient leurs enfants suivre les cours de vacances parce que c'est une des meilleures façons de passer les vacances et de préparer l'année scolaire à venir. Grâce à l'accompagnement des bonnes volontés et à la conjugaison des efforts, tous les élèves ayant participé à ces cours de vacances auront droit aux fournitures scolaires à la rentrée des classes pour non seulement soulager les parents, mais aussi pour l'effectivité du concept Ubiti Djangtei. Autre aspect de l'actualité ce soir, célébration du départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul. Les tailleurs sont sollicités en cette période de veille de Magal. Des clients passent des commandes, mais il faut tenir compte de la forte chaleur qui sévit actuellement à Touba, mais également des recommandations du Khalife général de Touba. Le sujet est signé Sabel Olivia Diagna. Au marché HLM, chaque tailleur est cloîtré sur sa chaise dans son petit atelier, les yeux rivés sur l'aiguille de la machine. L'un d'eux, tenant un tissu blanc, ne cesse de manier la machine à coudre. Les clients de Alassane, en cette période de Magal, préfèrent les tenues légères. Les clients préfèrent les tissus en coton ou le voile avec différents modèles. Pour les femmes, c'est les robes ou la marinière légère
Pour les hommes, c'est le pantalon bouffant, communément appelé kaya, pour montrer qu'ils sont des baïfals. Juste en face de Alassane, Matar Diouf, un autre tailleur, prend quelques minutes pour se reposer. Pour lui, les femmes ont jusqu'à 3 modèles cette année. Les femmes préfèrent plus des robes à broderie à 3 volants. Et pour les hommes, Ndjampout, Ndiaras Baïfal ou tissu en coton. L'année dernière, j'avais plus de clients. Tout le contraire de ses collègues, Abdou Aziz, en train de dessiner, pour lui, les grands boubous sont à l'honneur et il a beaucoup de commandes. Les grands boubous sont à la mode pour les femmes, comme pour les hommes. J'ai beaucoup de commandes d'hommes en général. Mes clients choisissent leur modèle sur TikTok. Le Magal de Touba de cette année se déroule dans un contexte particulier avec le ndigal du Khalif général des Mourides demandant au Baïfal de durcir la surveillance. Les tenues décentes seront forcément à la mode. S'appelle Olivia Diagne Gamou, édition 2023 à Medina Bay. Le Maoulidoul Nabi se prépare. L'esplanade devant accueillir les fidèles pour cette édition. Les travaux, tout est fin prêt. Les responsables des chantiers annoncent d'autres travaux comme la rénovation de la grande mosquée de la cité de Cheikh al-Islam El Hadj Ibrahim Niass. Je vous propose de suivre les précisions de Baïsis. Il est le responsable des travaux. Il est avec notre correspondant sur place, Sekou Diallo. Nous allons remettre le gros œuvre de l'esplanade au Khalif pour lui permettre d'organiser donc le Gamou, pour lui permettre d'accueillir ses hôtes. Nous sommes à presque 1 mois du Gamou et que nous commençons à nettoyer, à faire un repli de chantier comme on l'appelle et à faire en sorte que ce soit accueillable, qu'on puisse y accueillir les pèlerins. Nous avons d'autres édifices qui attendent comme l'hôpital de niveau 5, l'université, etc. Mais véritablement, ce que nous entendons faire, c'est que cette mosquée de Medina Baye soit un véritable bijou. Et par la grâce de Dieu, Inch'Allah. À présent, le reportage de ce soir s'intéresse à la vente de fleurs, surtout en cette période d'hivernage. Les fortes pluies, les dégâts n'épargnent pas les fleurs. Comme pour confirmer cette assertion, tout excès est nuisible, c'est dire que certaines fleurs ne supportent pas beaucoup d'eau, ce qui rend l'activité moins fleurissante en cette période d'hivernage. Un sujet signé par notre reporter Momodou Dia. Installé dans un endroit dit la corniche des HLM, Ndongo Ndiaye a fait 20 ans dans les fleurs. Au milieu de son jardin, il observe sa collection. On y trouve du ficus, du yucca, des palmiers, des fleurs de citron, entre autres. Des fleurs et plantes qui ont certes besoin d'eau, mais en cette période hivernale, le fleuriste fait très attention. S'il y a une forte pluie, nous perdons beaucoup de fleurs et de plantes. Certaines fleurs n'ont besoin que d'une petite quantité d'eau, contrairement à d'autres. Certaines fleurs aspirent plus d'eau que d'autres, à l'image des cactus, du yucca et des fleurs brésina. Doudou Ndong, jeune fleuriste, en a déjà fait les frais. Il tient son périmètre à quelques pas de là. En hivernage, j'ai perdu toutes mes fleurs ici. S'il y a un excès d'eau, je perds presque tout. En revanche, Sindongo se débrouille pas mal pour mettre à l'abri les fleurs exposées en plein air à chaque fois que le ciel menace d'ouvrir ses vannes. Doudou, lui, cherche des solutions, mais en vain. Les plantes menacées par la pluie, je les range sous l'arbre. Les autres, je les laisse là où ils sont. Je ne peux pas les déplacer, je les laisse sur place. Certaines fleurs ne vont pas résister
à une forte pluie. Ces fleurs ne fanent jamais entre les mains de ces fleuristes, mais qui ont du mal à vivre de leur activité, faute d'acheteurs. Place à présent à la dernière note de cette édition, la rubrique découverte. Elle nous mène aujourd'hui à Sinko, un village de la commune de Oulampan, dans le département de Bignona, région de Ziguinchor. Ce village, rendu célèbre par El Hadj Ibrahima Niakhaté, souffre de plusieurs maux. Ziguinchor, la rubrique découverte signée Hassan Ba. Sinko, ce village du Nord Sindian fondé vers les années 1930, est rendu populaire par le vénéré El Hadj Ibrahima Niakhaté, qui a installé l'islam, mais aussi dans les villages environnants. Ses fils et petits-fils témoignent sur la dimension du saint homme. Quand le vieux était venu dans ce village, il n'y avait pas de musée. Personne n'osait faire les appels au niveau il n'y avait même pas de mosquée. C'est le vieux qui a géré tout ça durant les années. Et finalement, il a eu la chance de construire cette mosquée. À l'époque, avant la mosquée, pendant le ramadan, c'est au niveau de la cour familiale que tout le village se réunissait pour faire des prières, le nafila, les prières du nafila. Alors, même pour le Coran, il a amené un vieux qui nous enseignait le Coran. Le grand-père Ibrahima Niakhaté, qui était un homme de l'islam. Donc, toute sa vie, il œuvrait dans l'islam, il participait à pérenniser l'islam dans les coins du Sénégal. Ça ne s'arrêtait pas tout simplement ici à Sinko, mais partout dans les autres villages environnants. La preuve en est que... Cet originaire du Mali et de la Guinée-Conakry est arrivé dans cette localité grâce à ses activités de commerce. Il faisait le petit commerce, il connaissait le fils du chef de village, un vieux qui s'appelle Joseph Djiba. Joseph était son ami. Malgré le nombre important qui assiste chaque année à la ziara du Saint-Homme, Sinko n'a pas une bonne route. C'est la croix et la bannière pour arriver dans ce village. Le pourquoi? Parce qu'il y a des routes qui sont impraticables. On ne peut pas se déplacer. Surtout, vous avez vu, avant d'arriver ici, les difficultés que vous-même vous avez rencontrées en venant à Sinko. Donc, pendant l'hivernage, l'eau qui circule sur les routes là, il n'y a que des creux qui sont là partout. Donc, le village éprouve d'énormes difficultés pour l'accès. Donc, de ce fait, nous demandons aux autorités étatiques qu'ils prennent en charge nos difficultés qui sont là à Sinko. Comment faire pour régler ça? Qu'ils nous fassent des routes qui vont entrer à Sinko, passer à Yabkunda jusqu'à arriver dans les autres villages qu'on appelle Bambatouma. La population réclame la construction d'un pont pour faciliter l'accès à Sinko et d'autres villages tels que Yabkunda et Bambatouma. Absolument, surtout parce que si on ne fait pas un pont, on peut assister l'eau qui va couper la route. Parce qu'il faut immédiatement quelque chose qui peut au moins faire passer l'eau facilement. Donc il faut qu'on fasse des routes en y mettant aussi des ponts pour que l'eau ne puisse pas couper la route, quoi. Là aussi nous demandons, en faisant ces routes-là, qu'il fasse aussi qu'il y ait des ponts pour ne pas faire des travaux qui ne vont pas durer. Le village est dépourvu de toute infrastructure sociale de base. L'eau potable et l'électricité constituent un luxe dans cette localité. Vous avez vu, quand il n'y a pas la clair de lune, donc il faut s'attendre à un village totalement obscur. Et quand vous êtes dans un village, on sait que dans les villages, il y a des arbres. Et pendant l'hivernage aussi, c'est un peu dangereux avec les reptiles. Donc il faut qu'au moins l'État nous aide à pouvoir avoir de l'électricité. Donc l'électricité aujourd'hui, là où nous sommes, c'est prix mondial. On ne peut pas s'en passer. Donc il faut qu'il nous aide à avoir cette électricité-là. Donc on savait que le puits n'est pas totalement de l'eau potable. Donc de l'eau potable, on peut dire qu'il faut avoir ça par des robinets. Alors, pour cela, nous voulons dans les puits. Nous s'approvisionnons dans les puits. Donc nous voulons au moins, s'ils peuvent nous réaliser des forages pour avoir des robinets dans les maisons, ça aussi, ça nous fera beaucoup plaisir. Donc c'est ce que nous voulons aussi, quoi. Il faut qu'il y ait de l'eau potable. Les puits, ce n'est pas totalement potable, quoi. Le village ne compte qu'une seule salle de classe, un abri provisoire. Il n'y a même pas de table-banc. Parce que vous avez vu l'école éprouve d'énormes difficultés. Vous voyez, il n'y a même pas de table-banc. Il n'y a pas même pas de table. Et que nous savons que les tables-bancs sont coûteux. Donc on ne peut pas... Bon, on a une seule classe. Mais cette classe-là, elle n'est pas bien faite. Parce que c'est la population qui a essayé de colmater ça. Vous avez vu, ce n'est pas une bonne classe.
Donc nous voulons que l'État nous aide à participer à construire ces écoles-là. Donc cela aussi, après avoir aidé les gens à pouvoir réaliser la construction, il faut qu'ils nous amènent aussi des immobiliers. Comme tous les villages du Nord Sindian, à Sinko aussi, la principale activité reste l'agriculture, mais l'absence de moyens constitue un gros handicap. Sinko, un village de la commune de Oulampan, découverte signée Hassan Ba, notre correspondant permanent dans le sud du Sénégal à Ziguinchor, plus précisément. Et c'est la fin de cette édition. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes sur ITV.